accusé Parce qu'il de... avait un côté grotesque, en plus. Oui, Ça, avec ça son fera- trône, avec son sac, Bokassa avec des Ier, accusations Bokassa Ier, de cannibalisme hein, quand même, enfin, Oui, etc. oui, enfin, il y a eu, je ne Il a sais- été lavé de ces accusations-là, mais enfin, il y a eu tout ça autour de Bokassa, grand ami de la France, grand admirateur et de la France et de l'empereur et de Gaulle, ancien militaire, et qui est mort aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte, et c'est une surprise, de voir qu'on s'est rendu compte que son souvenir était aujourd'hui glorifié dans son pays et qu'il venait d'être réhabilité. Ça s'est passé il y a environ 3 semaines. La nostalgie Bokassa, c'est donc un reportage de Romain Verlet, de Nicolas Auer et de Slavek Kuchalski au montage. Dans un petit village des Yvelines, un homme nous attend devant chez lui. C'est le fils de l'empereur. On peut pas rentrer? Si, mais garez-vous. Ouais, ok. Georges Bokassa, 64 ans, est le fils aîné de Bokassa Ier. Ça en fait un petit peu d'image. Non, mais ici, c'est pas beau, hein. Non, mais... Il ne tient pas beaucoup à montrer dans quel état est la propriété achetée il y a plus de 35 ans par son père. Les dépendances sont laissées à l'abandon. Le château de Mézy-sur-Seine et son parc de 2 hectares ne sont pas entretenus. Mézy, le dernier bien appartenant encore à la famille Bokassa. La photo de mon père? Qui trône dans le salon? Oui, Il a acheté ce château en quelle année? en 74. Et vous, ça fait combien de temps que vous y habitez? 30 ans. Et on veut vous chasser? Expulsé, oui. Expulser? Oui. Aujourd'hui, on est très loin du faste de l'Empire Bokassa. Simplement, quelques fauteuils rouges, style rococo, dans un château qui moisit. Il fait froid là? Il n'y a pas de chauffage? Si, on est chauffé en haut. Oh. Ici, on sort rarement. D'accord. Sans travail et avec peu de ressources, Georges Bokassa s'accroche à cette bâtisse 15 ans après la mort de son père. La succession ne se passe pas très bien. Les autres descendants veulent se débarrasser de cet héritage lourd. Les héritiers sont là, laissez là. Ils sont nombreux les héritiers, éparpillés en France, en Suisse, aux États-Unis. Bokassa Ier a eu 17 épouses reconnues. Donc il y en a combien en tout, des enfants? En tout, il y a 37. 37. Et chacun veut récupérer sa part du gâteau. En France, la dernière empreinte de l'un des dirigeants africains les plus célèbres des années 70 disparaît dans une banale querelle familiale. Dans la commune voisine, Georges Bokassa nous emmène vers un autre château de l'empereur. Il en possédait 5. Celui-là est le plus emblématique. Il y vécut 3 ans. Ça, c'est le fameux château d'Adricourt, oui. qui vient Qui d'être a été vendu il y a 2 semaines. vendu 1 million d'euros. L'acquéreur ne s'est pas fait connaître. Georges l'avait acheté à l'époque à la demande de son père avec une simple mallette de billets. Vous l'avez acheté combien? Il y avait combien dans la mallette? Je vais pas vous dire le montant. Ah si. Mais à l'époque, ça avoisinait les 150 000 euros. 150 000 euros. Oui, D'accord. en 77. En 77, d'accord. Et donc c'est vous qui avez apporté la mallette? La mallette, oui. Et donc Sa vous mallette, l'avez c'est acheté au propriétaire? Oui, propriétaire. En cash. En cash, oui. C'est ici à Ardricourt que dans les années 80, Bokassa Père se réfugie, chassé du pouvoir et en exil. Grandeur et décadence d'un chef d'État africain qui se sent trahi par la France. Entouré par quelques-uns de ses enfants, c'est un homme abattu qui reçoit la presse dans son bureau. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Il récuse en bloc toutes les accusations relayées par les médias français, qui le présentent comme un cannibale. Je ne suis pas ex-empereur, je suis l'empereur de Centrafrique. Ne dites pas Bokassa a tué quelqu'un, Bokassa a mangé quelqu'un, Bokassa a fait ceci, Bokassa... Non, c'est de la haute jalousie. Je n'ai rien fait. Au lieu de me créer une honte comme ça a été fait par la presse française, je préfère en ce moment-là que l'on tue Bokassa carrément et puis c'est fini. En 1984, c'est un despote aux abois, bien loin de son sacre théâtral quelques années auparavant. Il est aussi lâché par ses amis français, notamment le président Valéry Giscard d'Estaing, qui venait très souvent lui rendre visite. Après 14 ans de règne, l'empereur Bokassa Ier est chassé du pouvoir
Ces images font la une des journaux télévisés. La statue monumentale de l'empereur déchu va être renversée puis traînée. Manifestation de joie, pour la population, le soulagement et la haine. Déboulonné, il connaît la fin de tant d'autres dictateurs. Les manifestants se jettent sur sa statue, témoignage de la haine que lui porte alors son peuple. Aujourd'hui, que reste-t-il de Bokassa? Pour le savoir, nous sommes allés en Centrafrique, sur ses traces, 32 ans après sa chute. À Bangui, capitale paisible de ce pays d'à peine 4 millions d'habitants, on dit que rien n'a changé dans les rues depuis Bokassa. Les seuls bâtiments que l'on remarque ont été construits à l'époque de l'empereur, comme ce surprenant ministère des Affaires étrangères, ses écoles et ses quelques routes bitumées. Les victimes de Bokassa ont-elles leur mémorial au centre de la ville, à l'endroit même où se trouvait l'immense statue de l'empereur. Des centaines, voire des milliers de personnes torturées, exécutées à l'époque derrière ces murs, ceux de la sinistre prison de Ngarenba, qu'aujourd'hui encore, il est interdit de filmer. Certains perpétuent la mémoire de ces victimes. Dans la banlieue de Bangui, nous allons à la rencontre d'Henri Dondra. Bonjour monsieur. Vous allez bien? À 70 ans, il préside la petite association des martyrs de Bokassa. C'est déjà la caméra. C'est la caméra. Oh là là. Ce retraité est le père d'une des toutes premières victimes de la révolte contre le régime en 1979. C'est là. Il nous emmène à l'endroit précis où son fils a été tué par les soldats de Bokassa. Arrêtez-vous, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est là. Non, il allait pour aller rejoindre les autres dans la rue. C'est comme ça qu'il a été abattu ici. Avec lui, on redécouvre l'une des pages les plus sanglantes de la dictature, le massacre des collégiens. Ce jour-là, les jeunes manifestent contre le port obligatoire de l'uniforme, dernière lubie de l'empereur, une dépense impossible à assumer pour les familles dans ce pays pauvre. L'armée ouvre le feu, il y aura au moins 100 morts, parmi eux, le fils d'Henri Dondra. Ils ont tué votre fils Oui, par balle? Par balle, oui. Au cœur. Il avait quel âge votre fils? Il avait 10 ans. On peut voir son cahier? Son cahier, c'est ça. Ultime souvenir de lui, ce cahier d'écolier. Bon, ici, quelle date ça? En 79, 6 janvier. Et voilà la rédaction. Et on dit que c'est trop bref. C'était sa dernière rédaction. Sa dernière rédaction, son dernier devoir. 12 jours plus tard, il a été abattu. Pour avoir dénoncé le meurtre de son enfant, Henri Dondra est jeté dans la prison de Ngarenba. Il est alors témoin du sort réservé aux opposants politiques. Ça, c'est le plan de la prison, oui, c'est ça. D'accord. Et alors la fameuse cellule Safari est où? Safari, attendez. La cellule Safari, l'antichambre de la mort. Et donc qu'est-ce qui se passait là? Là, les gens vous prenez là, quand vous sortez, on vous prend ici, on met vous ne savez pas, vous sortez, et puis on vous met la chaîne au cou pour vous étrangler. Les prisonniers sont souvent enchaînés, et bien quand il faut les tuer, bon, on les amène, on les fait bander les yeux et puis on les tue, soit on les torture par la pendaison, soit par un coup de marteau, soit par une pointe. Pour lui, le responsable de tous ces crimes, c'est Bokassa, qui aurait lui-même imaginé des sévices pour les prisonniers. Bokassa même faisait des ablations d'oreilles, il coupait les oreilles des gens. Des voleurs? Des voleurs. Bon, alors... Et aussi avec le piment? Oui, des piments aussi sur les parties sexuelles des femmes. Tout ça, Bokassa était un pire tyran. L'empereur conviait les habitants par milliers à venir regarder les mutilés agonisants lors de mises en scène macabres. Bokassa, dictateur sanguinaire, honni par son peuple, ce n'est pas si simple que cela. Car dans les rues de Bangui, on entend aujourd'hui une autre musique. Bokassa premier, nous n'oublierons jamais notre président. Une chanson à la gloire de Bokassa, Bokassa premier, que Joseph et ses deux musiciens chantent dans les restaurants de la ville.
paix en Centrafrique. On est loin, très loin de l'image du dictateur. Les grands leaders, notre héros. C'est la rumba, Bokassa. C'est la rumba. C'est un président qui a fait beaucoup pour ce pays, dont on ne peut jamais l'oublier. Et donc aujourd'hui, vous le regrettez? On le regrette, parce que c'est quelqu'un qui fait une chose qui est bonne. Il faut le regretter. Des chansons, mais aussi des souvenirs. C'est la nostalgie Bokassa qui s'empare de Bangui. Bonjour. Bonjour. On cherche des souvenirs Bokassa. J'ai sa photo. Ouais. C'est ça. Ça se vend bien? Oui, ça marche. Là, c'est de nouveautés. C'est tout ce que Bokassa a fait. Le calendrier 2011, Sa voiture. Ouais, ça, c'est ça. avec les photos du faste doré de l'Empire. Couronnement. Cette nostalgie naissante est habilement récupérée par la classe politique. Au moment de notre tournage, la Centrafrique s'apprête à élire son nouveau président. Et justement, le parti au pouvoir, le KNK, a installé son QG de campagne au pied du bâtiment le plus connu du pays, le stade omnisport de Bangui. C'est un lieu historique. Historique, ouais, pour le pays. Ouais. Parce que Mais Bokassa s'est fait proclamer ici, empereur. Notre guide se fait appeler Jojo. Il est le fils du président actuel de Centrafrique et l'un des animateurs de la campagne de son père. Ouais, Agassi, hey, venez. C'est grâce à lui que nous pouvons entrer à l'intérieur de ce lieu abandonné depuis des années. Doucement, poussière là-dedans. Voilà. On a du mal à imaginer que ce stade en ruine a accueilli en 1977 l'un des événements les plus médiatisés de l'époque, le couronnement de l'empereur Bokassa. expliquez-moi, donc c'était ici? Oui, c'était là. Le trône, il était où? Je crois qu'il était là, hein. Vers là, comme ça. D'accord. Bokassa, premier empereur de Centrafrique. Un sacre inspiré de celui de Napoléon Ier, l'idole de Jean Bedel Bokassa. Et d'abord le manteau de velours bordé d'hermine, frappé d'étoiles, d'abeilles et de l'emblème impérial. Une mise en scène pompeuse qui a coûté 1 an du budget de l'État centrafricain. Sur la couronne de l'empereur, 5000 diamants. Il la pose lui-même sur sa tête, comme le fit Napoléon 173 ans plus tôt. Une image marquera les esprits, cet aigle magistral recouvert d'or. Pendant notre visite, dans les entrailles du stade, nous retrouvons le fameux trône. Toujours là, tant d'années après, trop lourd pour être déplacé. Il a perdu un peu de sa superbe, les plumes se sont envolées. C'est tout ce qui en reste, quoi. Les gens ont tout pillé, donc voilà, c'est ce qui reste. Parce qu'il y avait des ailes en or. Ouais, en or, hein, tout ça. Hein. Ça a été pillé, bah, écoutez, comme vous avez pu le constater, hein, ils ont tout dépouillé, quoi. Voilà. Mais cette carcasse de ferraille, longtemps abandonnée, est en passe de devenir une relique pour ces militants du parti au pouvoir. Si aujourd'hui je touche à ce fauteuil, ça veut dire que la Centrafrique a été marquée et aujourd'hui on a pu remémoriser cette mémoire. Cet engouement pour la mémoire de Bokassa est au cœur de la stratégie électorale de l'actuel président de la République. Bon commandant. Dans cette école de Bangui, jour de scrutin, une effervescence particulière. Le président a choisi de voter ici. Il arrive ou pas? Monsieur? Il arrive. Qui il? Le président de la République. D'accord. Ok. Depuis son putsch en 2003, François Bozizé a troqué l'uniforme de général pour le costume de président. Bokassa, il l'a bien connu. Il était son aide de camp et aujourd'hui, il le cite comme un exemple dans tous ses discours. Et 2 mois avant les élections, il a pris une décision historique. Vous l'avez réhabilité, c'était on l'a réhabilité pour essayer de faire la propriété dans nos pensées et autres et tout, et pour donner l'idée de réconciliation nationale et ça va. Une réhabilitation officielle signée en décembre dernier de la main du président qui annule toutes les condamnations pénales de Jean Bedel Bokassa. Il est loin le temps où la Centrafrique jugeait et condamnait à mort son empereur, revenu au pays pour répondre de ses actes devant son peuple.
Convoquer Bokassa dans la mémoire des électeurs a certainement été une bonne stratégie dans les urnes. Selon les premiers résultats, François Bozizé a été réélu dès le premier tour. Petit à petit, Bokassa, mort d'une crise cardiaque après 7 ans de prison, se fait une place dans le Panthéon national. Dans le tout récent jardin du cinquantenaire, il a maintenant sa statue, comme les autres chefs d'État qu'a connu ce jeune pays. Bonjour, monsieur. Un homme milite depuis des années pour la réhabilitation de l'ex-empereur. C'est l'un de ses fils, son 13e enfant reconnu, Jean-Serge Bokassa, 37 ans. Avec lui, nous partons pour le fief natal des Bokassa, à 1 heure de route de la capitale. Contrairement à certains de ses frères et sœurs qui, par honte, ont changé de nom de famille, lui veut montrer un autre visage de son père. L'image après qu'on a eue de lui, cet homme autoritaire, cet homme qui a dirigé son pays avec une main de fer, peut-être sans gants de velours, c'était un peu en contraste avec l'image du père que nous avons gardé. Après des études en Europe, il est revenu au pays il y a 6 ans et aujourd'hui il est député. Lorsqu'il arrive sur ces terres, bon, monsieur Lebo, comment allez-vous? C'est l'héritier de Bokassa que les villageois accueillent chaleureusement. Il va d'accord. Parce que j'espère avec toi, tout va mieux. Non, mais bien sûr. Un héritier qui pourra bientôt, avec les autres descendants, récupérer le domaine familial. Et on s'organise. On travaille discrètement maintenant pour récupérer maintenant ce patrimoine-là. Il n'y a pas question de faire du bruit, machin, etc. Le patrimoine dont il parle se trouve à quelques kilomètres de là, à la sortie du village. Après l'honneur retrouvé, la restitution des biens est l'autre enjeu du processus de réhabilitation. Derrière cette enceinte, sur plusieurs dizaines d'hectares, se trouve l'ancienne cour impériale, avec des villas, une usine, une salle de cinéma. On va se garer juste ici. Un lieu bien gardé par les militaires. Non, vous m'attendez, je vais voir le chef de poste. On y va. Le fils doit négocier pour pénétrer sur les terres de son père. Depuis sa mort en 1996, le terrain est devenu un camp militaire. On nous laisse simplement approcher de la tombe de Jean Bedel Bokassa. Au fond du parc, sous ce modeste temple en bois, un tombeau en carrelage recouvert de fleurs en plastique. Voici la dernière demeure du seul et unique empereur de Centrafrique. Donc c'est ici qu'il est enterré. Et puis dans la première pièce, on y a mis ses effets personnels. Il y a quoi la chaise sur laquelle il prenait plaisir à s'asseoir dans ses vieux jours. La table, sa Bible. Enterré avec ses biens, comme un pharaon. Dernière coquetterie d'un despote mégalomane. Diriez-vous que votre papa était un dictateur? Selon la définition que je me fais moi, c'est-à-dire du dictateur, oui. C'est-à-dire qu'un régime fort, avec un contrôle très accentué du citoyen, une absence de libre expression, voilà. Dans toutes ces définitions, effectivement, c'était un dictateur. Ça fait partie de notre histoire. Maintenant, il faut pouvoir faire le deuil de cette histoire. Et je crois que l'acte de la réhabilitation, c'est un bon pas. Bientôt, la famille reprendra possession des lieux. Jean-Serge souhaite ouvrir la cour impériale au public. Il espère créer un musée Bokassa. De leur côté, 32 ans après la chute de la dictature, les familles des victimes de Bokassa Ier n'ont toujours pas été indemnisées. Voilà, nous sommes dans le bar de l'hôtel Regina avec vous, Marie-France Bokassa, dans cet hôtel Regina qui est un très bel hôtel de Paris et qui fait partie de ces hôtels dans lesquels descendait votre père, puisque vous êtes la fille de Jean Bedel Bokassa. La 7e en partant par le bas, hein. Il y a eu 39 enfants, ça c'est la 7e en partant par le bas. En partant des plus jeunes. En partant des plus jeunes, 17 femmes, 39 enfants. Et vous êtes actuellement conseillère municipale à Melan, qui est juste à côté de Harbricourt. Voilà. Tout à fait. Bon. Je vais reciter quelques chiffres, enfin pas des chiffres d'ailleurs, un petit peu la carrière, si on peut parler comme ça, de Jean Bedel Bokassa pour qu'on l'ait bien en tête, hein, des repères, on va dire, sur ce qui a été son parcours. Son règne, si on associe à la fois la présidence et la période où il est empereur, c'est de 1966 à 1979. En 1939, il débarque en Provence avec les forces françaises libres. En 1964, il devient chef d'état-major du président David Dacko. En 1965, c'est le coup d'état de la Saint-Sylvestre, hein, le 31 décembre. Et en 1972,
président à vie, 74 maréchal, 77 empereur, et en 79 c'est la fameuse opération Barracuda menée par la France, par Giscard d'Estaing, pour qui le destitue, qui le fait partir de son pouvoir. Et c'est peut-être ça qui voudra dire à Giscard plus tard l'affaire des diamants. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors vous êtes, pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on vient de le dire, mais vous êtes la fille d'un dictateur. Qu'est-ce que ça fait de se dire... Je ne sais pas si vous le qualifiez de dictateur, votre père. Oui, disons que moi, je vais le qualifier d'homme très autoritaire. Très autoritaire. Après, je n'irai pas parler de dictature parce que ça n'a pas été mon époque. Donc je ne peux pas parler de choses que je ne... Sur l'ensemble de son œuvre, si Sur je puis dire. l'ensemble de son œuvre, sur ce qu'ont dit les gens à l'époque où on l'accusait de faire de la dictature, je n'ai pas vécu cette période. En tout cas, moi, je me suis retrouvée en 1994 en Centrafrique et j'ai vu plutôt un côté positif du peuple centrafricain. Déjà un petit peu ce qu'on a vu là, c'est-à-dire des gens a vu là sur la vidéo, étaient un petit peu dans la nostalgie de ce qu'il a représenté pour le pays. Tout à fait. Mais quand même, quand on voit ces images, notamment les oreilles coupées, le massacre des enfants et des écoliers de Bangui, des choses comme ça, c'est pas pour vous accabler, hein, mais j'imagine que... tout à fait, je suis d'accord avec vous. Dire ça, savoir que son père a fait ça, ça doit être terrible. Mais savoir que son père a fait ça... Ou a fait faire ça, mais... Oui. En fait, en 1986, quand nous vivions à Rico, mon père, un soir de réunion, avait décidé de se rendre en Centrafrique pour se faire juger. Donc, il voulait se faire juger par les siens. Comme il voulait répondre de ses actes. Voilà, il voulait répondre, en tout cas, au chef d'accusation qu'on lui portait. Notamment de cannibalisme. Voilà, il va être lavé de cela d'ailleurs par la suite. Voilà, il va être lavé de cela et d'ailleurs le cannibalisme, nous en tant qu'enfants, on n'y a jamais cru parce que mon père était quelqu'un qui adorait les enfants. Donc ça, on l'a exclu. Et quand on est petit, qu'on entend que son père est poursuivi pour cannibalisme, pour des meurtres, pour détournement d'argent, des choses comme ça... en ce qui me concerne, moi, on demande à vérifier. Après, en ce qui concerne mes frères et sœurs, j'ai des frères et sœurs qui ont cru, d'autres moins. Moi, je n'y ai pas cru du tout. Le père que vous aviez à Ardricourt, quand vous viviez avec lui, n'était pas du tout le dictateur qu'on décrivait dans la presse. Non. Mon père a toujours été quelqu'un d'autoritaire. Il disait que dans une fratrie, si on n'arrive pas en fait à instaurer un certain respect, tout de suite on part à... Oui, mais enfin, entre le respect et la dictature, il y a quand même une marge. Hein, et heureusement que... On ne va pas utiliser forcément ces méthodes-là mais après, au niveau pour de se faire respecter. Au niveau de la dictature en Centrafrique, il nous a toujours expliqué qu'il fallait tenir compte aussi du passé de la Centrafrique, du passé de l'histoire africaine, de l'Afrique noire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte aussi de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant qu'il gouvernait ce pays et après. Voilà, alors, il faut vraiment tenir compte de tout ça. Quand il décide de repartir en Centrafrique pour se faire juger, oui. Vous l'accompagnez dans ce voyage, et puis après vous faites demi-tour et vous le retrouverez plus tard quand il sera, sa peine aura été commuée en 10 ans. Quand il aura été gracié au bout de 7 ans d'emprisonnement. Voilà, il sortira, il sera à nouveau libre, entre guillemets, et il finira ses jours en Centrafrique. Voilà. Est-ce que son regard change au fil des années, sur la fin de sa vie, sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'a été sa façon d'exercer le pouvoir, sur sa dictature? Oui, son regard a un petit peu changé. Il est vrai que parfois il disait qu'il a peut-être été trop dur aussi avec le peuple centrafricain, mais à la fois quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays et qu'on voit qu'il n'y a eu aucune évolution, qu'il y a eu pas mal aussi de mutineries, parce qu'il faut en parler, des morts, il y en a eu par milliers. Maintenant, quand on reproche à mon père... Vous voulez toujours le défendre, vous êtes toujours son avocate? Non, moi je ne suis pas son... Non, je ne suis pas son avocate, je garde l'image d'un père, en tout cas d'un père de famille, d'un représentant aussi, le représentant d'un pays, et j'ai pu voir par moi-même qu'en 1994, quand je suis retournée, j'ai vu qu'une image positive, donc je ne peux pas... Vous appelez toujours Bokassa? Je m'appelle toujours Bokassa. Vous n'avez pas changé de nom? Vous avez été tenté par le fait de changer de nom? Parce que s'appeler Bokassa dans la rue, ça ne doit pas être facile, au moins il y a quelques années. Non, je n'ai jamais voulu changer de nom parce que parfois, je veux dire, la facilité, ce n'est pas ce qui nous aide à avancer. Donc j'ai décidé, au contraire de certains de mes frères et sœurs, de conserver mon nom. Alors, vous avez conservé votre nom, vous avez vécu avec ça. Est-ce que vous avez été prise à partie quelquefois, justement, par le nom que vous portiez, par cet héritage-là? J'ai été souvent prise à partie. J'ai été souvent prise à partie jusqu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, lorsque j'ai commencé justement ma formation dans le commerce, où je me suis retrouvée dans une classe en cours d'histoire, où certains élèves justement me parlaient du dictateur, de certains dictateurs, puisqu'on est en plein dedans. Et j'ai pris le temps d'expliquer qui représentait en tout cas mon père pour moi.
Et je leur ai demandé justement à ces personnes-là de se renseigner sur le passé de la Centrafrique avant de porter des accusations sur mon père. D'accord. Les dictateurs, il faut les boycotter. Comment est-ce qu'on les fait revenir ou changer d'attitude? Il faut les boycotter, il faut les condamner, il faut les attaquer, il faut faire quoi? Moi, je pense que les dictateurs, non, il faut les condamner. Oui, certes, il faut les condamner. Et je pense que c'est en partie une des raisons pour lesquelles mon père a décidé de repartir en Centrafrique pour se faire juger. Il a été condamné pour ce qu'il a fait. Donc il a purgé une peine de 7 ans de prison. À la fois, ça lui a permis justement de se repositionner, de se re-questionner par rapport à ce qu'il a fait pour la Centrafrique, ce qui était bien, ce qui était mal. Et donc, oui, je pense que les dictateurs, à un moment donné, il faut aussi savoir les conduire dans une certaine réflexion. On va dire ça comme ça. Mais c'est possible. Voilà. Mais c'est possible. Merci beaucoup. Merci Marie-France Bokassa d'être venue ici répondre à ces questions. On va évoquer